Et si un simple objet, presque invisible sur une vieille photo, contenait toute la vérité sur une disparition que personne n'a jamais vraiment comprise? Imaginez un village isolé, en France, à la veille de la guerre, où tout le monde se connaît et où chacun sait qui a faim et qui préfère se taire. En 1938, dans ce décor rural figé par la pauvreté et les secrets, un petit garçon de 8 ans est arraché à sa famille par l'administration et disparaît officiellement du jour au lendemain. Mais des années plus tard, un détail ignoré pendant des décennies sur une photographie en noir et blanc commence à révéler une autre histoire. Une histoire de silence, de culpabilité et d'amour obstiné. Aujourd'hui, je vais vous raconter cette histoire dramatisée, inspirée de notre réalité, et vous montrer comment un simple fragment peut porter la mémoire d'une vie entière. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo, et dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous regardez. Votre soutien permet à ces histoires humaines, chargées de sens et de mémoire, de continuer à être racontées. Cette photographie a été trouvée dans la poche d'une femme de 63 ans, Aimée Karadec, le jour de sa mort en 1976. Une image en noir et blanc si usée que ses bords s'effritaient comme de la cendre. Mais ce qui a frappé l'infirmière qui l'a découverte, ce n'était pas l'état de la photo. C'était le fait qu'Aimée la serrait si fort dans sa main que ses doigts étaient encore crispés autour d'elle, même après son dernier souffle. Comme si elle essayait de protéger quelque chose. Ou quelqu'un. Sur cette photo prise en 1938 dans le village de Montsac, un garçon de 8 ans fixe l'objectif avec une expression qui glace le sang. Éloi Karadec, son frère. Et dans sa main gauche, presque invisible dans le cadre, il tient quelque chose que personne n'a remarqué pendant des décennies. Quelque chose qui changerait tout. Montsac, été 1938. Aimée avait 15 ans et elle connaissait chaque pierre, chaque arbre, chaque visage de ce village perdu dans les collines du Limousin. C'était un endroit où les secrets se murmuraient derrière les portes fermées, où les femmes lavaient le linge ensemble au lavoir en échangeant des regards lourds de sens, où chacun savait exactement qui avait faim et qui faisait semblant de ne pas avoir faim. Elle se souvenait de ce matin-là avec une clarté douloureuse. Le ciel était lourd, blanc comme du lait caillé, et le vent faisait danser les épis de blé dans le champ derrière leur petite maison. Éloi était assis sur le muret de pierre, balançant ses jambes trop maigres, ses chaussures trouées cognant contre la pierre avec un rythme régulier. Il avait ce regard qu'elle détestait. Ce regard d'adulte coincé dans un corps d'enfant, comme s'il savait déjà que quelque chose de terrible allait arriver. Leur mère, Solange, était à l'intérieur. Aimée pouvait l'entendre pleurer. Pas des sanglots bruyants. Non. Ces pleurs silencieux qui font trembler les épaules. Ces pleurs qu'on essaie de cacher derrière une porte fermée mais qui transpirent à travers les murs. Éloi avait demandé ce matin-là, avec cette voix trop posée pour un enfant de 8 ans. « Maman va nous abandonner, n'est-ce pas ?» Aimée avait voulu le gifler, le secouer, lui dire d'arrêter de penser des choses pareilles. Mais elle ne pouvait pas, parce qu'elle aussi avait peur que ce soit vrai. Leur père était parti 3 ans plus tôt. Parti sans explication, sans lettre, sans adieu. Un matin, sa place au petit déjeuner était vide, et elle ne s'était jamais remplie. Solange avait travaillé comme lavandière depuis, ses mains rougies par l'eau froide et la lessive, son dos courbé par des heures à frotter le linge des familles riches du bourg voisin. Mais même en travaillant jusqu'à l'épuisement, l'argent ne suffisait jamais. Jamais assez pour 2 enfants. Jamais assez pour 3 bouches à nourrir. Aimée avait appris à voler. Pas grand-chose. Des pommes dans le verger du curé, du pain rassis derrière la boulangerie. Elle n'était pas fière, mais elle n'avait pas honte non plus. Pas quand Éloi la regardait avec ses yeux affamés qui essayaient de ne pas montrer leur faim. Ce jour-là, Marceau Delon était venu, le voisin, un homme silencieux qui cultivait ses champs seul depuis la mort de sa femme 10 ans auparavant. Il apportait parfois des légumes, un peu de lait, quelques œufs. Jamais assez pour être insultant, juste assez pour dire « Je sais que vous souffrez et je ne peux pas vous sauver mais je peux faire ça ».
Il était arrivé avec une expression que Aimé n'avait jamais vue sur son visage. Une urgence. Une peur. Il avait parlé à voix basse avec Solange près du puits, et Aimé avait vu sa mère secouer la tête encore et encore, ses mains tremblant si fort qu'elle avait dû les cacher dans son tablier. Puis Marceau s'était approché d'Éloi. Il avait pris le visage du garçon entre ses mains calleuses et rugueuses, ses mains qui connaissaient la terre et le travail dur. Il avait dit quelque chose que Aimé n'avait pas entendu. Mais elle avait vu Éloi hocher la tête, une fois, lentement, comme s'il comprenait quelque chose que même les adultes avaient du mal à accepter. C'est là qu'un homme inconnu était apparu à l'entrée du chemin. Grand, mince, portant un costume sombre, qui semblait absurde dans ce village de boue et de sueur. Henri Delory, un fonctionnaire de l'administration départementale, comme Aimé l'apprendrait plus tard. Il portait une mallette en cuir sous le bras et marchait avec l'assurance de quelqu'un qui n'a jamais eu à supplier pour sa survie. Il avait parlé pendant 5 minutes, peut-être moins, des mots comme situation irrégulière, placement préventif, meilleur intérêt de l'enfant. Des mots qui sonnaient officiels et froids et qui voulaient dire une seule chose. Ils allaient prendre Éloi. Solange avait supplié, pas avec des mots, avec son corps entier. À genoux dans la poussière, agrippant le bras de l'homme en costume, murmurant « S'il vous plaît, pas mon fils, pas lui, prenez-moi à la place ». Mais Henri Delory avait reculé comme si elle était contagieuse, ajusté ses lunettes rondes et répété que c'était pour le bien de l'enfant. Marceau avait essayé d'intervenir. Il avait parlé de l'adopter lui-même, de prendre la responsabilité du garçon. Mais Delory avait sorti des papiers de sa mallette, des documents officiels avec des tampons rouges et des signatures illisibles. Il avait dit que c'était trop tard, que la décision avait été prise par des gens plus haut placés que lui. Aimé avait couru vers Éloi. Elle l'avait serré si fort qu'elle pouvait sentir son cœur battre contre le sien. Elle avait murmuré des promesses qu'elle ne savait pas comment tenir. « Je vais te retrouver. Je te le jure, je ne t'oublierai jamais. » Éloi n'avait pas pleuré. C'est ce qui avait brisé Aimé. Il n'avait pas pleuré. Il s'était juste détaché doucement de son étreinte, avait touché sa joue avec une tendresse déchirante et avait dit « Je sais ». C'est à ce moment-là qu'un photographe était arrivé, un homme du village qui travaillait pour le journal local. Personne ne l'avait appelé, personne ne savait pourquoi il était là. Mais Henri Delory avait insisté pour qu'une photo soit prise, pour les archives, avait-il dit. Comme si Éloi était déjà un dossier, un numéro, une statistique. Le photographe avait positionné Éloi devant le champ de blé. Le vent soufflait si fort que les cheveux du garçon volaient dans tous les sens. Le ciel était de plus en plus sombre. Un orage approchait. On pouvait sentir l'électricité dans l'air. Juste avant que le photographe ne prenne la photo, Marceau s'était approché une dernière fois. Il avait glissé quelque chose dans la main d'Éloi. Quelque chose de petit et de dur. Aimé avait vu le geste mais n'avait pas compris sa signification. Pas à ce moment-là. Le photographe avait crié « Ne bougez plus » et Éloi avait regardé directement dans l'objectif avec cette expression qui entrait Aimé pour le reste de sa vie. Pas de la peur, pas de la colère, juste une résignation terrible, l'acceptation d'un enfant qui comprend que le monde est plus cruel qu'il ne devrait l'être. Le flash avait éclaté, un instant figé dans le temps, un instant qui contenait tout ce qu'ils allaient perdre. Puis 2 hommes étaient sortis d'une voiture noire garée plus loin sur la route. Ils avaient pris Éloi par les bras, pas brutalement, presque gentiment, mais avec une fermeté qui ne laissait aucune place à la discussion. Éloi n'avait pas résisté. Il s'était laissé emmener comme un agneau vers l'abattoir. La dernière chose que Aimé avait vue, c'était sa petite silhouette à l'arrière de la voiture, sa main pressée contre la vitre, et dans cette main, serrée si fort que ses jointures étaient blanches, l'objet que Marceau lui avait donné. Solange s'était effondrée dans la poussière. Marceau était resté immobile, les poings serrés, des larmes silencieuses coulant dans sa barbe grise. Et Aimé. Aimé était resté debout, regardant la voiture disparaître au loin, sachant qu'une partie d'elle venait de partir avec son frère. Ce soir-là, quand l'orage a finalement éclaté, elle est restée sous la pluie pendant des heures.
laissant l'eau froide laver ses larmes, se demandant si Éloi était au sec, se demandant s'il avait peur, se demandant si elle le reverrait un jour. Elle ne savait pas encore qu'il faudrait 20 ans pour comprendre ce qui s'était vraiment passé ce jour-là. 20 ans pour découvrir pourquoi Marceau avait donné cet objet à Éloi. 20 ans pour réaliser que cette photo contenait un message qu'elle n'avait jamais su lire. Et quand elle comprendrait enfin, il serait déjà trop tard pour sauver qui que ce soit. Mais peut-être pas trop tard pour la vérité. Peut-être pas trop tard pour la rédemption. Les semaines qui suivirent le départ d'Éloi furent les plus longues de la vie d'Aimé. Montsac continuait d'exister comme si rien ne s'était passé. Les hommes partaient au champ à l'aube. Les femmes lavaient le linge au lavoir, le boulanger cuisait son pain. Le curé sonnait les cloches pour la messe du dimanche. Mais pour Aimé, le monde s'était arrêté le jour où son frère était monté dans cette voiture noire. Solange ne parlait plus. Elle travaillait, mangeait à peine, dormait encore moins. Ses yeux étaient devenus vides, comme deux puits sans fond. Aimé avait essayé de lui parler, de la secouer, de la forcer à expliquer pourquoi elle n'avait pas lutté plus fort. Mais Solange se contentait de secouer la tête et de murmurer « Tu ne peux pas comprendre. Tu es trop jeune pour comprendre. » Mais Aimé n'était plus une enfant. Pas après avoir vu son frère arraché à sa famille. Pas après avoir compris que les adultes ne protégeaient pas toujours leurs enfants. Parfois, ils les abandonnaient. Parfois par choix. Parfois par nécessité. Parfois par lâcheté. La France de 1938 était un pays qui se préparait à la guerre sans oser le dire à voix haute. Les hommes parlèrent de Hitler et de Mussolini à voix basse dans les cafés. Les journaux publiaient des articles sur les tensions en Europe. Mais dans les villages comme Montsac, la guerre semblait lointaine, abstraite. Ce qui était réel, c'était la faim, la pauvreté, la peur de ne pas pouvoir nourrir ses enfants. Les lois sur la protection de l'enfance avaient été renforcées quelques années auparavant. En théorie, c'était pour protéger les enfants des familles négligentes ou abusives. En pratique, c'était souvent utilisé pour retirer les enfants des familles trop pauvres pour résister. Des familles comme celle d'Aimé. Des familles où une mère célibataire essayait de survivre avec 2 enfants et un mari disparu. Aimé avait appris tout cela en écoutant les conversations des adultes. Elle avait développé un talent pour se faire invisible, pour se glisser dans les coins sombres des pièces, et écouter ce que les grandes personnes disaient, quand elle pensait qu'aucun enfant n'écoutait. Elle avait entendu Madame Roussel, la boulangère, dire à voix basse « C'est mieux pour le petit, Solange ne pouvait pas le nourrir correctement, il était maigre comme un clou, au moins maintenant il aura 3 repas par jour. » Elle avait entendu Monsieur Petit, le maire, répondre « Peut-être, mais ça me laisse un goût amer dans la bouche. » Prendre un enfant à sa mère sans même lui laisser dire au revoir comme il faut. Et elle avait entendu quelque chose d'autre, quelque chose qui l'avait glacé jusqu'aux os. La femme du notaire avait murmuré « On raconte que le père du petit est encore vivant, qu'il travaille dans une de ces colonies agricoles, que Solange a essayé de le retrouver pour lui confier l'enfant, mais qu'il a refusé, qu'il ne voulait pas du garçon. » C'était ça le secret que Solange cachait. Leur père n'était pas mort, il n'avait pas disparu sans laisser de traces. Il vivait quelque part, sous un autre nom peut-être, et il avait choisi de ne pas revenir. Il avait choisi de les abandonner. Et quand Solange avait essayé de lui confier Éloi, il avait refusé son propre fils. Aimé avait vomi cette nuit-là. Toute la rage, toute la douleur, tout le dégoût qu'elle ressentait s'était déversé jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Elle avait compris que sa mère avait essayé de sauver Éloi en l'envoyant vers un père qui ne voulait pas de lui. Et que cet échec avait mené à l'intervention de l'État. Mais il y avait quelque chose qui ne collait pas, quelque chose que personne n'expliquait. Pourquoi Henri Delory était-il venu spécifiquement pour Éloi? Comment savait-il que Solange avait tenté de contacter leur père? Et surtout, pourquoi Marceau Delon avait-il essayé si désespérément d'empêcher le départ du garçon? Marceau, le voisin silencieux, l'homme qui apportait de la nourriture sans rien demander en retour. L'homme qui avait glissé quelque chose dans la main d'Éloi juste avant la photo. Aimé commença à l'observer. Pas ouvertement, juste en faisant attention. Elle remarqua qu'il passait souvent devant leur maison, plus souvent que nécessaire pour quelqu'un qui allait simplement à ses champs. Elle remarqua qu'il regardait Solange,
avec une expression qu'elle ne pouvait pas tout à fait déchiffrer. Pas de la pitié. Pas exactement de l'amour non plus. Quelque chose entre les deux, quelque chose de lourd et de douloureux. Un soir, elle l'a suivi. Il faisait presque nuit, et Marceau marchait vers le vieux cimetière à la sortie du village. Aimé s'est caché derrière un mur et l'a regardé s'agenouiller devant une tombe. Pas celle de sa femme. Une autre tombe, plus petite, presque oubliée dans un coin. Elle s'est approchée après son départ et a lu l'inscription à la lumière de la lune. Ici repose Martin Karadec, né et mort en 1925. 13 ans. Fils aimé. Martin Karadec. Le même nom de famille qu'eux. Aimé ne connaissait pas de Martin dans sa famille. Solange n'avait jamais parlé d'un frère mort. Leur père non plus. Mais cette tombe existait, et Marceau la visitait. Le lendemain, Aimé a confronté Solange. Elle a exigé la vérité. Toute la vérité. Et pour la première fois depuis des semaines, sa mère a parlé. Elle a parlé d'un temps avant la naissance d'Aimé. D'un temps où elle était jeune et naïve et amoureuse d'un homme qui lui promettait la lune. Cet homme était le frère de Marceau. Un homme charmant mais instable, qui buvait trop et se mettait en colère trop facilement. Ils avaient eu un fils ensemble. Martin. Mais cet homme était violent. Pas toujours. Pas au début. Mais de plus en plus. Un jour, dans un accès de rage, il avait frappé Martin. Le garçon était tombé, s'était cogné la tête contre le coin d'une table. Il était mort 3 jours plus tard. L'homme avait fui. Personne ne l'avait retrouvé. Officiellement, c'était un accident. Mais Marceau savait. Solange savait. Et Marceau ne s'était jamais pardonné de ne pas avoir protégé son neveu. Quelques années plus tard, Solange avait rencontré un autre homme, le père d'Aimé et d'Éloi. Un homme doux qui semblait différent. Ils s'étaient mariés. Ils avaient eu 2 enfants. Mais cet homme portait ses propres démons. Il buvait aussi. Pas autant, mais assez pour que Solange commence à avoir peur que l'histoire ne se répète. Quand il était parti, elle avait ressenti du soulagement, de la tristesse aussi, mais surtout du soulagement, parce qu'elle ne voulait pas perdre un autre enfant. Elle ne voulait pas revivre le cauchemar de Martin. Marceau était resté proche. Il veillait sur eux de loin. Il aimait Solange, Aimé en était maintenant certaine. Pas de manière romantique, pas de manière possessive, mais d'une manière profonde et silencieuse. Il voulait protéger ce qu'il n'avait pas pu protéger la première fois. Et quand Henri Delory était venu pour prendre Éloi, Marceau avait vu l'histoire se répéter. Un autre garçon arraché à sa famille. Alors, il avait fait la seule chose qu'il pouvait faire. Il avait donné à Éloi quelque chose qui lui appartenait. Quelque chose de précieux. Le médaillon que son frère portait. Le médaillon que Solange lui avait offert avant que tout ne tourne mal. Marceau l'avait cassé en 2. Il avait donné une moitié à Éloi. Gardé l'autre pour lui. C'était un message, une promesse, ou peut-être un aveu. Aimé ne savait pas encore. Ce qu'elle savait, c'est que Henri Delory n'était pas venu par hasard. Quelqu'un lui avait parlé de leur famille. Quelqu'un avait signalé que Solange ne pouvait pas s'occuper de ses enfants. Quelqu'un avait déclenché toute cette machine administrative qui avait avalé Éloi. Et Aimé avait la terrible intuition que ce quelqu'un connaissait très bien leur histoire. Peut-être même trop bien, parce que le soir où Éloi avait été emmenée, Aimé avait vu une silhouette familière observer la scène depuis le bout de la route. Une silhouette qu'elle connaissait. Une silhouette qui n'aurait jamais dû être là. Son père. Ou l'homme qui avait été son père. Il était revenu. Il avait regardé son fils être emmené. Et il n'avait rien fait pour l'arrêter. Aimé réalisa alors que toute cette histoire était bien plus complexe qu'elle ne l'avait imaginé. Ce n'était pas juste une question de pauvreté ou de lois injustes. C'était une histoire de vengeance, de culpabilité, de secrets enfouis qui remontaient à la surface après des années. Et quelque part dans tout ça, son petit frère Éloi payait le prix de fautes qu'il n'avait pas commises. Mais Aimé n'était plus la jeune fille naïve qui regardait son frère partir sans comprendre. Elle était devenue quelqu'un d'autre. Quelqu'un de plus dur. Quelqu'un de plus déterminé. Elle allait découvrir où ils avaient emmené Éloi. Elle allait comprendre pourquoi leur père était revenu après toutes ces années. Elle allait faire face à Henri Delory et lui arracher la vérité. Et elle n'arrêterait pas avant d'avoir ramené son frère à la maison.
même si ça devait lui prendre toute sa vie, même si elle devait traverser toute la France, même si elle devait affronter des vérités qu'elle préférerait ne jamais connaître. Parce que Éloi méritait mieux. Il méritait une sœur qui se battrait pour lui. Il méritait une famille qui ne l'abandonnerait jamais. Et Aimé allait lui prouver qu'il en avait une. 4 ans s'étaient écoulés depuis le départ d'Éloi. 4 années de silence. 4 années sans nouvelles. 4 années où Aimé avait refusé d'abandonner. À 19 ans, elle avait quitté Montsac pour Lyon, la grande ville, un endroit où elle pouvait se perdre dans la foule où personne ne la connaissait, où personne ne lui disait que chercher son frère était une cause perdue. Elle travaillait dans une blanchisserie, comme sa mère avant elle. Ses mains étaient devenues rouges et gercées comme celles de Solange. Mais contrairement à sa mère, elle n'avait pas abandonné l'espoir. Chaque soir après le travail, elle parcourait les archives, d'abord celles de la mairie, puis celles du département. Elle cherchait des traces d'Éloi Karadec, des registres de placement, des documents de transfert, n'importe quoi qui pourrait lui dire où ils avaient emmené son frère. Les fonctionnaires la regardaient avec pitié. Certains refusaient de l'aider, d'autres lui ouvraient les portes des archives poussiéreuses par compassion. Elle passait des heures à déchiffrer des écritures illisibles, à parcourir des listes interminables de noms, tant d'enfants déplacés, tant de familles brisées, et au milieu de tout ça, quelque part, son frère. C'est en 1943 qu'elle a trouvé la première piste. Un registre de l'assistance publique mentionnant le transfert d'un garçon de 8 ans nommé Éloi C., originaire du Limousin, vers une institution près de Clermont-Ferrand. La date correspondait. Le nom aussi. Son cœur s'était mis à battre si fort qu'elle avait dû s'asseoir pour ne pas s'évanouir. Elle avait économisé pendant 3 mois pour pouvoir se rendre à Clermont-Ferrand. Le voyage en train avait duré toute une journée. Elle était arrivée avec une adresse griffonnée sur un bout de papier et un espoir qui lui brûlait la poitrine. L'institution était un bâtiment gris et austère entouré de murs hauts. Un orphelinat géré par des religieuses. La sœur qui l'avait reçue était une femme sèche avec des yeux froids qui semblait avoir vu trop de souffrance pour encore ressentir de la compassion. Éloi Karadec, oui, il est passé ici, mais il n'est plus là. Où est-il? Aimé avait essayé de garder sa voix stable, mais elle tremblait. Il a été transféré. Transféré où? La religieuse avait hésité, puis elle avait dit quelque chose qui avait glacé Aimé. Ce dossier est classé comme sensible. Je ne peux pas vous donner plus d'informations. Sensible, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous devriez arrêter de poser des questions. Mais Aimé ne pouvait pas arrêter. Pas maintenant, pas après être venue si loin. Elle avait insisté, supplié, menacé de porter plainte. Finalement, la religieuse avait cédé un peu. Le garçon avait des problèmes. Il ne s'adaptait pas. Il refusait de parler. Il ne mangeait presque rien. Il passait ses journées à serrer quelque chose dans sa main. Un bout de métal. On essayait de le lui enlever, mais il devenait violent. Alors, on l'a envoyé ailleurs, dans un endroit spécialisé pour les enfants difficiles. Aimé savait ce que ça voulait dire. Les endroits spécialisés étaient souvent des institutions psychiatriques, des lieux où on enfermait les enfants qui ne rentraient pas dans le moule, où on les brisait jusqu'à ce qu'ils obéissent, ou jusqu'à ce qu'ils ne soient plus rien du tout. Elle avait quitté l'orphelinat avec le nom d'une institution près de Saint-Étienne, un asile pour enfants inadaptés. Le simple nom lui donnait envie de vomir. Les années suivantes s'étaient transformées en une course sans fin. Chaque piste menait à une autre institution. Chaque institution lui disait qu'Éloi avait été transféré ailleurs. Comme si on essayait délibérément de brouiller les traces. Comme si quelqu'un ne voulait pas qu'elle le retrouve. En 1947, elle avait 24 ans et elle avait perdu compte du nombre d'institutions qu'elle avait visitées. Elle avait traversé la France entière. Elle avait menti, soudoyé, menacé pour obtenir des informations. Elle était devenue quelqu'un qu'elle ne reconnaissait plus. Quelqu'un d'obsédé, de désespéré. C'est pendant cette période qu'elle avait commencé à comprendre quelque chose de terrible. Les dossiers qu'elle consultait mentionnaient souvent le même nom en tant qu'agent responsable du cas d'Éloi, Henri Delory. Cet homme qui était venu à Montsac en 1938.
cet homme qui avait emmené son frère. Elle avait appris qu'il avait gravi les échelons de l'administration, qu'il travaillait maintenant pour le ministère à Paris, qu'il était devenu quelqu'un d'important, quelqu'un d'intouchable. Elle avait essayé de le rencontrer, d'obtenir un rendez-vous. Mais ses secrétaires la renvoyaient toujours. Monsieur Delory ne reçoit pas sans rendez-vous. Monsieur Delory est très occupé. Monsieur Delory ne se souvient pas de ce cas spécifique. Alors, elle avait attendu. Pendant des mois, elle avait surveillé l'immeuble où il travaillait. Elle connaissait ses horaires. Elle savait quel café il fréquentait. Elle savait qu'il fumait toujours une cigarette sur le trottoir avant de rentrer chez lui. Un soir de novembre 1948, elle l'avait abordé. Il était plus vieux que dans ses souvenirs. Ses cheveux grisonnaient. Ses épaules étaient voûtées. Il avait l'air fatigué, usé, comme si le poids de toutes les décisions qu'il avait prises pesait sur lui. « Monsieur Delory ?» Il s'était retourné, surpris. « Oui, je suis Aimé Karadec. Vous avez emmené mon frère il y a 10 ans. Éloi Karadec. Vous vous souvenez ?» Elle avait vu quelque chose traverser son visage, de la reconnaissance, puis quelque chose d'autre, de la honte peut-être, ou du regret. « Je me souviens », avait-il dit doucement. « Où est-il? Je vous en supplie. Dites-moi où il est. » Delory avait jeté sa cigarette et l'avait écrasée sous son pied. Il avait regardé autour de lui comme s'il avait peur d'être entendu. Puis il avait dit « Venez avec moi, mais pas ici, pas maintenant. » Il s'était retrouvé 3 jours plus tard dans un café discret près de la gare. Delory semblait nerveux. Ses mains tremblaient quand il avait allumé une autre cigarette. « Votre frère, » dit-il enfin. Son cas était compliqué. Plus compliqué que ce que vous imaginez. Compliqué comment? Il y avait des gens qui voulaient qu'il disparaisse. Des gens influents. Votre père, il avait hésité. Votre père avait des dettes envers des gens dangereux. Il a essayé de fuir, de changer de nom, de recommencer ailleurs. Mais ces gens l'ont retrouvé, et ils ont menacé d'utiliser ses enfants comme monnaie d'échange. Aimé ne comprenait pas. Qu'est-ce que vous êtes en train de me dire? Votre mère le savait. C'est pour ça qu'elle a essayé de contacter votre père. Elle voulait qu'il prenne Éloi, qu'il le cache. Mais votre père a paniqué. Il a demandé mon aide. Il m'a demandé de retirer l'enfant officiellement, de le placer sous un faux nom, de faire croire qu'il était mort ou perdu dans le système. Vous voulez dire que tout ça, c'était pour le protéger? Delory avait hoché la tête. Je pensais que c'était la meilleure solution. Je pensais que c'était pour son bien, mais maintenant, sa voix s'était brisée. Maintenant, je ne sais plus. J'ai vu tellement d'enfants détruits par ce système, tellement de vies brisées, et je me demande si j'ai vraiment aidé ou si j'ai juste participé à une machine cruelle. Dites-moi où il est. Je ne sais pas. La sincérité dans sa voix était déchirante. Les dossiers ont été perdus pendant la guerre, ou peut-être détruits volontairement. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il a été placé sous le nom de Laurent Mercier, et qu'il a été envoyé dans une colonie agricole dans l'Ain. Mais après ça, il avait secoué la tête. Après ça, je ne sais pas. Laurent Mercier, avait répété Aimé. Un faux nom. Son frère avait grandi sous un faux nom, sans savoir qui il était vraiment, sans famille, sans histoire. Delory avait posé une main tremblante sur la sienne. Je suis désolé. Si je pouvais revenir en arrière, mais je ne peux pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je n'ai jamais voulu lui faire du mal. Je croyais vraiment le protéger. Il était parti peu après, laissant Aimé seul avec un nouveau nom et une nouvelle piste. Et une question qui lui rongeait l'esprit. Si Éloi avait été protégé de quoi exactement? Et qui étaient ces gens dangereux que son père fuyait? 2 semaines plus tard, elle apprenait que Henri Delory était mort. Une crise cardiaque dans son sommeil. Certains disaient que c'était le stress, d'autres murmuraient que c'était peut-être autre chose. Qu'il savait trop de choses, qu'il parlait trop. Mais peu importait maintenant. Delory était mort, et il avait emporté ses secrets dans sa tombe. Tout ce qui restait à Aimé, c'était un nom. Laurent Mercier. Et une colonie agricole dans l'Ain. Elle allait fouiller chaque village de cette région, chaque ferme, chaque exploitation. Elle allait retrouver son frère.
même s'il ne la reconnaissait plus, même s'il ne se souvenait plus d'elle, même s'il était devenu quelqu'un d'autre, parce qu'au fond de son cœur, elle savait qu'une partie d'Éloi était toujours là, cette partie qui avait serré le médaillon dans sa main pendant toutes ces années, cette partie qui n'avait jamais oublié d'où il venait. Et elle allait la trouver, peu importe le temps que ça prendrait, peu importe le prix qu'elle devrait payer. Son frère l'attendait quelque part, et elle ne le laisserait pas tomber. Pas cette fois. 17 ans après la photo. Aimée avait 32 ans maintenant. Elle s'était mariée brièvement à un homme bon qui n'avait pas su supporter son obsession pour un frère disparu. Le mariage n'avait duré que 2 ans. Pas d'enfant, pas de regrets. Juste une séparation à l'amiable et la compréhension silencieuse qu'elle ne pourrait jamais aimer quelqu'un autant qu'elle aimait la mémoire de son frère. Elle vivait seule maintenant dans un petit appartement à Lyon. Les murs étaient couverts de notes, de cartes, de listes de noms, une sorte de sanctuaire dédié à sa recherche. Ses collègues pensaient qu'elle était folle. Peut-être qu'ils avaient raison, mais elle s'en fichait. Ce soir-là, elle était assise à sa table, regardant pour la 1000e fois la photographie d'Éloi. Cette photo que le photographe lui avait donnée quelques semaines après le départ de son frère. Cette photo qu'elle avait transportée partout avec elle pendant toutes ces années. Elle la connaissait par cœur. Chaque détail. Le ciel orageux, le champ de blé, le visage trop sérieux d'Éloi, son casaco trop grand, ses chaussures trouées, et cette expression dans ses yeux, cette résignation terrible. Mais ce soir-là, quelque chose était différent. Peut-être était-ce la lumière de la lampe. Peut-être était-ce le fait qu'elle était épuisée et que ses yeux voyaient des choses qu'il n'avait jamais vues auparavant. Ou peut-être était-ce simplement que 17 ans plus tard, elle était enfin prête à voir ce qu'elle avait refusé de voir pendant tout ce temps. La main d'Éloi, sa main gauche presque hors cadre, tenant quelque chose. Elle avait toujours pensé que c'était une pierre, un caillou qu'il avait ramassé par terre. Mais maintenant, en regardant de plus près, en utilisant une loupe qu'elle avait achetée pour examiner de vieux documents, elle voyait autre chose. Ce n'était pas une pierre. C'était du métal, sombre, courbé, avec des bords irréguliers, comme quelque chose qui avait été cassé. Son cœur s'était mis à battre plus vite. Elle avait fouillé dans une boîte qu'elle gardait sous son lit. Une boîte contenant les quelques affaires de sa mère, morte 3 ans plus tôt sans avoir jamais parlé d'Éloi. Dans cette boîte, il y avait des lettres, quelques photos, et quelque chose qu'elle avait presque oublié. Un morceau de médaillon. Elle l'avait trouvé dans les affaires de Marceau Delon après sa mort en 1950. Le vieil homme était parti doucement dans son sommeil, et Aimée avait aidé à vider sa maison. C'est là qu'elle avait trouvé ce fragment de métal dans un tiroir, enveloppé dans un morceau de tissu. À l'époque, elle n'avait pas compris sa signification. Maintenant, elle le comprenait. Elle avait placé le fragment à côté de la photo. Les formes correspondaient. C'était la même pièce de métal, cassée en deux. Une moitié dans la main d'Éloi sur la photo. L'autre moitié gardée par Marceau pendant toutes ces années. Des larmes avaient commencé à couler sur ses joues. Marceau avait essayé de lui dire quelque chose. Il avait essayé de créer un lien, une connexion, une façon pour Aimée de reconnaître son frère si jamais elle le retrouvait. Parce que Marceau savait. Il savait qu'Éloi allait grandir sous un faux nom. Il savait qu'il perdrait son identité. Alors il lui avait donné quelque chose. Un morceau de vérité qu'il pourrait garder pour toujours. Cette découverte avait donné à Aimée une énergie nouvelle. Elle avait repris ses recherches avec une détermination renouvelée. Elle savait maintenant ce qu'elle cherchait. Pas juste un nom dans des registres, mais un homme qui gardait peut-être encore un morceau de métal dans sa poche. Un homme qui ne savait peut-être pas pourquoi il le gardait, mais qui ne pouvait pas s'en séparer. Elle avait voyagé dans l'Aisne, village après village, ferme après ferme. Elle avait parlé à des dizaines de personnes, des fermiers, des ouvriers agricoles, des anciens employés des colonies agricoles. Beaucoup ne se souvenaient de rien. Certains se souvenaient d'un garçon silencieux qui travaillait dur et ne parlait jamais de son passé. Laurent? Oui, je me souviens de lui. Un bon travailleur, mais tellement triste. Comme si quelque chose en lui était cassé. Il ne riait jamais, même quand on essayait de le faire sourire.
Il était toujours ailleurs, comme s'il attendait quelque chose qui ne venait jamais. Il avait une habitude étrange. Il touchait toujours sa poche, tout le temps, comme s'il vérifiait que quelque chose était toujours là. Chaque témoignage la rapprochait un peu plus. Chaque histoire lui confirmait qu'elle était sur la bonne piste. Laurent Mercier avait existé. Laurent Mercier était son frère. En 1956, elle avait finalement trouvé un registre. Une liste d'ouvriers agricoles qui avaient travaillé dans une exploitation près de Bourg-en-Bresse entre 1945 et 1952. Laurent Mercier était sur cette liste. Avec une note à côté de son nom, parti en 1952, destination inconnue, salaire non réclamé laissé en dépôt. Elle avait contacté l'exploitation. Le propriétaire actuel ne savait rien, mais il l'avait dirigé vers un ancien contremaître qui vivait maintenant dans un village voisin. Un vieil homme qui se souvenait de Laurent. Un garçon étrange, avait dit le contremaître. Toujours poli, toujours à l'heure, mais distant, comme s'il n'était pas vraiment là. Il travaillait dur, mais c'était mécanique, comme un automate. Et puis un jour, il est parti, sans explication. Il a juste laissé ses affaires et il est parti. Vous savez où il est allé? Non, mais je sais qu'il parlait parfois d'un endroit, une ville, Saint-Aubin-les-Forges. Il disait qu'il y avait du travail là-bas, que c'était un endroit pour recommencer, pour les gens qui voulaient oublier leur passé. Saint-Aubin-les-Forges. Un nom, une nouvelle piste. Aimée sentait qu'elle se rapprochait, après tant d'années, après tant de fausses pistes. Elle sentait qu'elle allait enfin le retrouver. Elle était arrivée à Saint-Aubin en automne 1956, une petite ville industrielle avec des usines et des logements ouvriers. Elle avait cherché dans les registres municipaux. Et là, elle l'avait trouvé. Laurent Mercier, employé dans une usine métallurgique de 1952 à 1955. Puis plus rien. Elle avait parlé aux anciens collègues, aux voisins, aux commerçants. Tout le monde se souvenait de Laurent. Un homme discret, toujours seul, jamais de visite, jamais de famille. Il est tombé malade, lui avait dit une voisine âgée. Une maladie des poumons. À cause des fumées de l'usine probablement. Il a tenu quelques mois, mais c'était trop tard. Il est mort à l'hôpital en janvier 1956. Le monde s'était arrêté autour d'Aimée, mort. Éloi était mort. Elle l'avait cherché pendant 18 ans et elle arrivait 8 mois trop tard. 8 mois. Où est-il enterré? Avait-elle demandé d'une voix blanche. Au cimetière communal, carré des indigents. Il n'avait pas d'argent pour une vraie tombe, ni famille pour payer. Alors, Aimée était allée au cimetière. Elle avait marché entre les rangées de pierres tombales jusqu'à trouver le carré des indigents. Des tombes simples, presque anonymes. Et là, elle l'avait trouvé. Une petite plaque en métal rouillé. Ici repose Laurent Mercier. 1930-1956. Homme de bien. Pas de nom de famille de naissance. Pas de mention de ses origines. Juste ces mots simples. Homme de bien. Aimée s'était effondrée sur le sol humide. Toutes ces années. Toute cette recherche. Pour arriver trop tard. Pour ne jamais pouvoir lui parler. Pour ne jamais pouvoir lui dire qu'elle ne l'avait pas oublié. Qu'elle n'avait jamais cessé de le chercher. Elle avait pleuré pendant des heures. Des sanglots qui venaient du plus profond de son âme. Toute la douleur accumulée pendant 18 ans se déversait enfin. Quand elle avait finalement pu se relever, elle avait remarqué quelqu'un qui l'observait. Un vieil homme avec une canne. Le gardien du cimetière. « Vous le connaissiez ?» avait-il demandé gentiment. « C'était mon frère » avait-elle répondu. Les premiers mots qu'elle prononçait à voix haute depuis tant d'années. « C'était mon petit frère ». Le gardien avait hoché la tête avec compréhension. Il était bon, discret mais bon. Il venait souvent ici, pas pour prier, juste pour s'asseoir, pour réfléchir peut-être. La dernière fois que je l'ai vu, quelques jours avant sa mort, il m'a donné quelque chose. Il m'a dit que si jamais quelqu'un venait le chercher, je devais lui donner ça. Il avait sorti de sa poche un petit paquet enveloppé dans du tissu. Un tissu usé, taché, mais soigneusement plié. Aimée l'avait ouvert avec des mains tremblantes. À l'intérieur, il y avait le morceau de médaillon. La moitié qu'Éloi avait tenue dans sa main sur la photo de 1938.
Il l'avait gardée pendant toutes ces années, malgré les transferts, malgré les institutions, malgré le changement de nom et la perte d'identité. Il avait gardé ce morceau de métal comme s'il gardait un morceau de lui-même. Et maintenant, il revenait à aimer. Comme un message du passé. Comme une dernière connexion entre un frère et une sœur qui ne s'étaient jamais retrouvés. Elle avait sorti l'autre moitié de sa poche, les 2 fragments qu'elle portait avec elle depuis des années. Elle les avait placés côte à côte sur la tombe. 2 moitiés enfin réunies. Trop tard pour Éloi, mais pas trop tard pour la vérité. Pas trop tard pour l'amour. « Je suis désolé », avait-elle murmuré. « Je suis tellement désolé de ne pas avoir été là, de ne pas t'avoir trouvé à temps. Mais je veux que tu saches que je n'ai jamais arrêté de te chercher. Jamais. Tu n'as jamais été oublié. Tu n'as jamais été seul. Même si tu ne le savais pas. » Le vent avait soufflé doucement, faisant bruire les feuilles des arbres autour du cimetière. Et pendant un instant, Aimée avait eu l'impression d'entendre la voix de son frère. Pas des mots. Juste un sentiment, une paix, un pardon peut-être. Elle était restée là jusqu'au coucher du soleil. Et quand elle était partie, elle avait laissé les 2 moitiés du médaillon sur la tombe, réunies pour toujours. Son frère était mort seul, sans nom, sans famille à ses côtés. Mais maintenant, il ne serait plus seul. Maintenant, il avait une histoire, une sœur qui se souvenait, un amour qui avait traversé 18 années de séparation. Et c'était quelque chose. Ce n'était pas assez, ça ne compenserait jamais toutes les années perdues. Mais c'était quelque chose. Les 20 années qui suivirent furent les plus paisibles de la vie d'Aimée. Pas parce qu'elle avait oublié. Jamais elle n'oublierait. Mais parce qu'elle avait trouvé une paix avec le passé. Une acceptation de ce qui ne pouvait pas être changé. Elle était retournée à Lyon et avait continué sa vie. Mais quelque chose en elle avait changé. Elle n'était plus la femme obsédée qui couvrait ses murs de notes et de cartes. Elle était devenue quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui comprenait que parfois, l'amour ne suffit pas à sauver les gens. Que parfois, tout ce qu'on peut faire, c'est se souvenir. Elle avait commencé à travailler bénévolement dans un orphelinat. Pas pour remplacer Éloi. On ne remplace jamais les gens qu'on aime, mais pour honorer sa mémoire. Pour s'assurer que d'autres enfants perdus ne se sentent pas aussi seuls qu'il avait dû se sentir. Les enfants l'adoraient. Ils l'appelaient « Tante Aimée » et se blottissaient contre elle quand ils avaient des cauchemars. Elle leur racontait des histoires d'espoir, des histoires de gens ordinaires qui faisaient des choses extraordinaires. Elle ne parlait jamais directement d'Éloi, mais chaque histoire qu'elle racontait portait un morceau de lui. En 1965, à 52 ans, elle avait rencontré un autre bénévole, un homme doux nommé Robert, qui travaillait comme menuisier et qui venait réparer les jouets cassés des enfants. Il s'était marié 1 an plus tard. Pas un grand mariage, juste une cérémonie simple à la mairie avec quelques amis. Robert savait pour Éloi. Il connaissait toute l'histoire, et il ne lui avait jamais demandé d'oublier. Il avait juste dit « Ton frère fait partie de toi. Je t'aime avec tout ce que tu es, y compris ta douleur. » Ils avaient été heureux. Pas d'une manière explosive ou dramatique, mais d'une manière calme et stable. Ils avaient eu une fille en 1967. Aimée avait 44 ans. Les médecins avaient dit que c'était un miracle. Elle avait appelé sa fille Héloïse. Pas Éloi, mais assez proche pour que le souvenir reste vivant. Héloïse avait grandi en écoutant des histoires sur un oncle qu'elle n'avait jamais connu. Un oncle qui était parti trop tôt. Un oncle qui avait été courageux même enfant. Aimée lui avait montré la photographie quand elle avait 10 ans. Cette photo usée d'un garçon sérieux tenant quelque chose dans sa main. « C'est qui, maman ?»« C'est mon frère, ton oncle Éloi. » Pourquoi il a l'air si triste? Parce qu'il savait qu'il allait devoir partir, qu'il allait être séparé de ceux qu'il aimait. Mais regarde ses yeux, tu vois, il n'a pas peur, il est triste mais il est fort. Qu'est-ce qu'il tient dans sa main? Un morceau de métal, une moitié d'un médaillon. L'autre moitié était gardée par quelqu'un qu'il aimait. C'était une façon de dire, même si nous sommes séparés, nous sommes toujours connectés. Héloïse avait touché la photo avec révérence. « Il te manque ?»
chaque jour. Mais je suis contente de l'avoir connu, même si ce n'était que pour quelques années, parce que ces années m'ont appris quelque chose d'important. Quoi? Que l'amour ne meurt jamais, même quand les gens partent, même quand on ne peut plus les voir ou les toucher. L'amour reste, et c'est la chose la plus puissante au monde. Les années avaient passé. Aimé avait vieilli avec grâce, ses cheveux étaient devenus blancs, ses mains s'étaient ridées. Mais ses yeux gardaient cette lumière, cette détermination qu'elle avait développée en cherchant son frère. En 1975, à 62 ans, elle était tombée malade. Un cancer. Les médecins lui avaient donné quelques mois. Elle les avait acceptés avec calme. Elle avait vécu une belle vie malgré tout. Elle avait aimé et été aimée. Elle avait fait une différence dans la vie de dizaines d'enfants. Et elle allait retrouver son frère. D'une certaine façon, cette pensée la réconfortait. Les dernières semaines, elle passait beaucoup de temps à regarder la photo. Elle la gardait toujours près d'elle, sur sa table de chevet, à côté d'une photo d'Héloïse et de Robert. 3 générations connectées par l'amour et la perte. Un jour, Héloïse était venue lui rendre visite à l'hôpital. Elle avait 8 ans maintenant. Une petite fille intelligente et sensible qui ressemblait tellement à Éloi que parfois, Aimé avait l'impression de remonter le temps. « Maman », avait dit Héloïse, « quand tu partiras, est-ce que tu verras oncle Éloi ?» Aimé avait souri, un sourire doux et paisible. « Je pense que oui, ma chérie. Tu lui diras que je l'aime, même si je ne l'ai jamais rencontré ? Je le lui dirai, et tu sais ce que je pense qu'il te répondrait ? Quoi ? Qu'il t'aime aussi, parce que tu portes son nom dans ton cœur, parce que tu te souviens de lui. Et ça, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à quelqu'un qui est parti. » Aimée était morte en décembre 1976, la photo d'Éloi serrée dans sa main, exactement comme l'infirmière l'avait trouvée ce jour-là. 38 ans après avoir vu son frère pour la dernière fois. 38 ans de recherche, de douleur, de guérison, et finalement de paix. À ses funérailles, Robert avait lu une lettre qu'Aimé avait écrite quelques jours avant sa mort. Une lettre adressée à tous ceux qui étaient venus. Une lettre qui expliquait pourquoi cette photo était si importante. Pourquoi un petit garçon mort depuis 20 ans méritait d'être rappelé. « Je ne regrette pas d'avoir cherché mon frère pendant tant d'années », disait la lettre. « Même si je suis arrivé trop tard. Même si je n'ai jamais pu le serrer dans mes bras encore une fois. Parce que cette recherche m'a appris quelque chose d'essentiel. Nous ne sommes jamais vraiment perdus tant que quelqu'un se souvient de nous. Tant que quelqu'un nous cherche. Tant que quelqu'un nous aime. » Éloi a vécu sous un faux nom, sans famille, sans histoire. Mais il n'était pas seul, pas vraiment, parce que quelque part sa sœur pensait à lui, cherchait ses traces, refusait de l'oublier, et peut-être que d'une certaine façon il le savait. Peut-être que c'est pour ça qu'il a gardé ce morceau de médaillon pendant toutes ces années, parce qu'il savait que quelqu'un quelque part gardait l'autre moitié. Si mon histoire peut enseigner quelque chose, c'est ceci. N'abandonnez jamais les gens que vous aimez. Même quand c'est difficile, même quand ça semble impossible. Parce que l'amour est plus fort que la distance, plus fort que le temps, plus fort même que la mort. Et aux enfants qui se sentent perdus, qui se sentent seuls, qui pensent que personne ne les cherche, sachez que vous vous trompez. Quelque part, quelqu'un pense à vous. Quelque part, quelqu'un vous aime. Et un jour, d'une façon ou d'une autre, cet amour vous retrouvera. Après les funérailles, Robert avait pris la photo d'Éloi. Il l'avait placée dans un cadre simple en bois qu'il avait fabriqué lui-même. À côté, il avait mis une photo d'Aimé jeune, frères et sœurs réunis dans le cadre, même s'ils n'avaient jamais pu l'être dans la vie. Ce cadre était maintenant dans la chambre d'Héloïse, pas dans un musée, pas exposé au public, mais dans un endroit intime. Un endroit où une petite fille pouvait regarder son oncle et sa mère et comprendre d'où elle venait. Comprendre qu'elle était le produit d'un amour qui avait survécu à toutes les épreuves. Les années passèrent encore. Héloïse grandit, elle devint enseignante, elle se maria, elle eut ses propres enfants, et elle leur raconta l'histoire d'un petit garçon nommé Éloi et de sa sœur aimée, qui ne l'avait jamais abandonné. Cette histoire devint une légende familiale. Pas une légende triste,
mais une légende qui inspirait, qui rappelait que l'amour est la seule chose qui survit vraiment au temps, que les liens familiaux sont plus forts que n'importe quelle institution, que même dans les moments les plus sombres, l'espoir existe. En 2010, Héloïse avait 63 ans, l'âge exact qu'avait sa mère quand elle était morte. Elle était assise dans sa maison, entourée de ses petits-enfants, tenant dans ses mains la photo d'Éloi. Cette photo qui avait maintenant 72 ans. Cette photo qui avait survécu à tant de choses. « Raconte-nous l'histoire de la photo. » Mamie avait demandé son plus jeune petit-fils. Et Héloïse avait souri, le même sourire doux et paisible que sa mère. Et elle avait commencé. « Il était une fois un petit garçon nommé Éloi. Un garçon qui avait été séparé de sa famille, mais qui n'avait jamais perdu son courage. Et il avait une sœur nommée Aimée. Une sœur qui avait cherché son frère pendant 18 ans parce qu'elle savait que l'amour ne s'arrête jamais. » La photo restait là, sur la table, témoin silencieux d'une histoire qui se transmettait de génération en génération. Rappelle que même les vies les plus ordinaires peuvent contenir des actes d'amour extraordinaires. Que même dans la perte, il y a de la beauté. Que même dans la séparation, il y a de la connexion. Éloi n'avait jamais su qu'il avait une nièce qui porterait son nom. Il n'avait jamais su que des arrière-petits-neveux et nièces apprendraient son histoire. Il n'avait jamais su que sa vie, même courte et difficile, aurait un sens pour des gens qu'il n'avait jamais rencontrés. Mais d'une certaine façon, ça n'avait pas d'importance. Parce que l'amour ne demande pas à être reconnu pour exister. Il existe simplement. Il persiste. Il traverse le temps et l'espace et les générations. Et cette photo, cette simple photo en noir et blanc d'un garçon de 8 ans tenant un morceau de médaillon, était la preuve que l'amour, le vrai amour, ne meurt jamais. Même 72 ans plus tard, même après toutes les pertes et toutes les larmes, l'amour restait, et c'était tout ce qui comptait vraiment. Cette histoire nous rappelle que l'amour véritable ne se mesure pas aux retrouvailles, mais à la fidélité du souvenir. Même quand la vie sépare, même quand le temps efface les visages, ce que l'on porte dans le cœur peut traverser les générations et redonner un sens à ce qui semblait perdu. Cette œuvre est une histoire fictionnelle, dramatisée et inspirée de réalités humaines et historiques, pour transmettre une vérité émotionnelle et universelle. Et vous, face au silence, à la séparation ou au secret de famille, jusqu'où iriez-vous pour ne pas abandonner quelqu'un que vous aimez? Pensez-vous que la vérité, même tardive, peut apaiser une vie entière? Et selon vous, les institutions protègent-elles toujours, ou parfois blessent-elles sans le vouloir? Si vous êtes resté jusqu'à la fin, écrivez en commentaire le mot « mémoire » pour me dire que cette histoire vous a accompagné jusqu'au bout. Dites-moi aussi de quelle ville vous regardez cette vidéo. Et si vous le souhaitez, partagez une histoire ancienne de votre famille, de vos grands-parents ou de vos ancêtres. Peut-être inspirera-t-elle de futures histoires sur cette chaîne. Merci sincèrement pour votre confiance. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, d'activer la cloche pour ne rien manquer, de partager ou commenter si cette histoire vous a touché, et de cliquer sur la carte finale pour découvrir les prochaines histoires.